Voilà l'image. Emmanuel Macron accompagné de Vladimir Poutine après un entretien, un face-à-face qui a duré donc beaucoup de temps. On nous annonçait également un déjeuner de travail et donc cette conférence de presse dans le château de Versailles suivra également une exposition, la visite de l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France. Voilà, Pierre le Grand, le tsar qui a noué les relations de son pays avec la France, qui était très attiré par la France comme véhiculant l'image de modernité, de transformation des Lumières. C'est Pierre le Grand qui a essayé de transformer son pays aussi à marche forcée, qui a essayé de sortir son pays de l'isolement. Évidemment, c'est un clin d'œil qu'on peut voir, un clin d'œil pour cette visite. Il faut savoir aussi que d'ailleurs, François Mitterrand, en 1992, je crois, avait reçu Boris Yeltsin. Alors, pas exactement à Versailles du Trianon, mais c'est juste à côté. Et donc, on peut faire un petit parallèle par rapport à ça aussi. Voilà, il y a 39 ans, Emmanuel Macron lui reçoit pour la première fois Vladimir Poutine. Les deux hommes s'avancent donc devant les pupitres et la presse va écouter ce qu'ont à dire les deux hommes. On va donc suivre cette conférence de presse sur France 24. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Je tenais d'abord à remercier le président Poutine d'avoir répondu à l'invitation que je lui avais faite il y a quelques jours lorsqu'il m'avait appelé après ma prise de fonction pour venir dans ce lieu symbolique où aujourd'hui nous célébrons les 300 ans, presque jour pour jour, de la visite de Pierre le Grand en France. Alors pour mieux comprendre et connaître les secrets d'un royaume qui avait su étonner le monde. Et durant cette visite qui dura plusieurs semaines, Pierre le Grand passa plusieurs jours à Versaï. C'était alors le sommet des arts et techniques de l'époque et où se préparaient déjà, au début du XVIIIe siècle, les idéaux des Lumières, en tout cas le génie qui allait faire cet esprit des Lumières. Il a pu s'entretenir à ce moment-là avec des ingénieurs, des écrivains, des archivistes. Et l'histoire nous enseigne d'alors qu'il revint en Russie quelque temps après avec des idées fortes, quelques convictions, des croquis, nous allons les voir ensemble dans quelques instants, et il fut élu membre honoraire de l'Académie royale des sciences dont il s'inspira, et avec une volonté véritablement de moderniser votre pays. Pierre le Grand, c'est le symbole de cette Russie qui veut s'ouvrir à l'Europe et qui veut tirer en Europe tout ce qu'elle a de grand, de fort. Et nous en avons d'ailleurs tout à l'heure évoqué plusieurs aspects, y compris dans nos échanges un peu plus particuliers. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui 3 siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Dialogue entre nos intellectuels, nos cultures, qui sema les germes d'une amitié mutuelle qui dure encore aujourd'hui et qui a été jalonnée par nos plus grands penseurs, nos plus grands artistes et les chefs d'État successifs. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure le dessin préparatoire à la statue monumentale de Pierre le Grand, nous le verrons. Il vous est familier, Monsieur le Président, dans cette ville qui vous a vu naître et qui vous est chère. Et cette statue qui fait la fierté de Saint-Pétersbourg, votre ville bien-aimée, on la retrouve ici dans ses prémices. Cette Russie qui s'ouvre à l'Europe, cette amitié franco-russe, c'est cela ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. Et c'est ce qui a été le fondement de notre discussion aujourd'hui. Cette histoire qui nous dépasse et qui a scellé l'amitié franco-russe. La France, le 7 mai dernier, a affirmé souverainement, dans l'élection présidentielle, son attachement à son indépendance, son engagement européen et sa volonté de peser dans le destin du monde. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Et c'est aussi pour cela que je souhaitais que nous puissions, ensemble, évoquer, comme nous l'avons fait pendant un long moment, l'ensemble des dossiers qui font le présent et l'avenir de nos deux pays. Nous avons donc eu l'occasion de passer en revue l'ensemble des dossiers
avec le président Poutine. Sur la Syrie, j'ai rappelé quelles étaient nos priorités et je crois que nous pouvons, sur cette voie, travailler ensemble, en tout cas c'est mon souhait, dans les prochaines semaines. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie. Ensuite, je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Je l'ai redit, je considère que dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties. Et on l'a vu à chaque fois, ils ont conduit à faire progresser les groupements terroristes. C'est donc mon souhait, c'est que nous puissions là aussi assurer la stabilité, la transition démocratique avec deux volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Et en la matière, je souhaite que d'ailleurs nous puissions échanger les informations utiles et travailler ensemble pour partager la lecture de la situation sur le terrain. Ensuite, la France sera vigilante pour que tous les accès humanitaires et les modalités d'évacuation humanitaire soient retenus sur l'ensemble des théâtres d'opération dans la région. Parce que là aussi, il y a un conflit dont la complexité n'est plus aujourd'hui à décrire, mais les populations civiles innocentes ne sauraient en être les victimes de, parfois, notre incapacité collective à prendre parti. C'est dans le cadre de ces principes que je souhaite que la coopération entre nos deux pays puisse se renforcer, avec une volonté qui est de trouver, dans la durée, une solution politique inclusive qui permettra, au-delà de l'éradication des terroristes, de ramener la paix en Syrie. Sur la situation en Ukraine, nous avons longuement parlé des différents points de détail et de mise en œuvre du processus dit de Minsk. Notre souhait, je crois pouvoir le dire, sous le contrôle du président Poutine, c'est que dans les meilleurs délais puisse se tenir à nouveau un échange sous le format dit Normandie, avec donc l'Allemagne et l'Ukraine, et qu'un bilan complet de ces éléments puisse être partagé, et en particulier que nous puissions, sous le format Normandie, avoir accès à un rapport détaillé de l'OSCE qui s'assure d'éléments extrêmement structurants et importants dans la région. Sur ce sujet, c'est donc un processus qui doit perdurer, mais sur lequel nous avons l'un et l'autre partagé nos vues, et en tout cas, j'ai pour ma part rappelé la volonté que nous puissions aboutir, dans le cadre des engagements de Minsk, à une désescalade de ce conflit et de toutes les conséquences de part et d'autre qu'il a pu générer. Enfin, sur les sujets plus bilatéraux, j'ai rappelé au président Poutine l'importance de plusieurs sujets qui touchent particulièrement à la fois nos valeurs et nos opinions publiques, et j'ai à cette occasion rappelé l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités et de toutes les sensibilités dans la société civile. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais également le cas des ONG en Russie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Le président Poutine m'a d'ailleurs indiqué avoir pris plusieurs initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie, avec des mesures visant à faire la vérité complète sur les activités des autorités locales et régler les sujets les plus sensibles. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. De manière plus large, nous avons partagé le souhait de créer un échange plus intense, plus transparent entre nos sociétés civiles, qui participera aussi du rapprochement indispensable entre celles-ci et d'un dialogue constructif. Aussi, comme cela existe aujourd'hui entre la Russie et l'Allemagne, nous sommes convenus que pour permettre à notre jeunesse,
nos acteurs économiques, culturels, nos penseurs, de dialoguer, de se rapprocher et de surmonter les éventuelles incompréhensions. Un forum franco-russe des sociétés civiles sera mis en place. Le dialogue du Trianon, si je puis l'appeler ainsi en référence à l'exposition que nous allons voir dans quelques instants, qui permettra un travail plus étroit entre nos sociétés civiles, notre communauté de recherche, d'enseignement et notre jeunesse. Sur la relation bilatérale, mon souhait est en effet que nous puissions poursuivre et même intensifier celle-ci. Sur le plan culturel, l'année dernière a été marquée par des expositions importantes, en particulier celle organisée à la Fondation Louis Vuitton en partenariat avec le musée de l'Ermitage et le musée Pouchkine, qui en fut un autre. Je veux veiller à ce que nos peintres, nos musiciens, nos écrivains, nos scientifiques puissent travailler ensemble dans les meilleures conditions. Et à ce titre, nos ministres de la Culture travailleront sur cette feuille de route. Je me réjouis d'ailleurs, Monsieur le Président, vous la verrez tout à l'heure, que notre ministre de la Culture récemment nommée, Françoise Nyssen, est avant tout une grande éditrice et elle a contribué à faire connaître nombre d'auteurs russes pour toutes celles et ceux qui lisent le français, puisqu'en tant qu'éditrice, elle a soit fait découvrir, soit surtout fait découvrir des traductions plus adaptées de Dostoïevski, Tchekhov, Pouchkine et plusieurs autres. Intensifier nos relations bilatérales, c'est aussi poursuivre les projets économiques, les projets scientifiques, les projets de partenariat dans l'aéronautique, dans le spatial, dans l'énergie, qui ont été développés ces dernières années et auxquels nous serons l'un et l'autre vigilants. Je souhaite aussi que nous puissions fluidifier les relations en termes de financement de ces grands projets entre nos deux pays. Voilà, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, ce que je souhaitais en quelques mots rappeler de nos échanges, en souhaitant que l'un et l'autre, nous nous rappelions à chaque instant que cette histoire nous dépasse. Nous sommes ici dans cette galerie des batailles, elle célèbre beaucoup de victoires militaires. Mais ces victoires militaires ne doivent jamais faire oublier qu'elles étaient toujours le fruit d'incompréhension et qu'elles ont bien souvent fait tomber beaucoup d'hommes. Vous venez d'une ville et d'un pays qui s'est battu au début du siècle précédent pour la liberté, et en particulier la liberté de l'Europe. Et c'est toute cette histoire qui l'un et l'autre nous dépasse, et c'est fort de toute cette histoire, en venant ici à Versailles, que je souhaitais que l'un et l'autre, nous puissions sur tous les sujets qui font notre présent et le destin de nos nations, construire les solutions pragmatiques et exigeantes qui nous permettront de surmonter parfois les vicissitudes du quotidien. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à mon tour, je souhaite remercier Monsieur le Président, le remercier de son invitation, me permettre d'ainsi venir en France et dans cette magnifique de Versailles. J'y viens pour la première fois et cela est vraiment l'image de la France, de son histoire. Et cette histoire qui nous unit, et c'est le thème d'ailleurs de cette exposition que nous allons visiter. Nous parlons donc du 300e anniversaire du tsar russe Pierre le Grand, réformateur, qui s'est rendu en France. Et avec cette visite n'a pas été, bien sûr, le début des relations entre la France et la Russie. Les racines de celles-ci sont beaucoup plus profondes. Le public français se souvient de la reine Anne de France, qui était la fille cadette de Yaroslav le Sage et qui a contribué très largement au développement de la France. Et il s'agit là de la base de l'une des bases
dynasties européennes des Bourbons et des Valois, et l'une de ces dynasties est sur le trône d'Espagne. Mais nous avons surtout parlé de nos relations bilatérales, des relations de la Russie avec l'Union européenne, des problèmes, et nous avons essayé de trouver avec Monsieur le Président une approche concrète et commune de ces divers problèmes. Et je pense que les intérêts de la Russie et de la France vont bien au-delà de la situation politique actuelle, et également sur le plan des relations économiques. Celles-ci sont très dynamiques entre la Russie et la France, et aucune des presque 500 entreprises françaises en Russie, malgré toutes les difficultés et les restrictions, les sanctions appliquées, n'a quitté le marché russe. Et d'ailleurs, nous voyons un intérêt marqué de la part de nos amis français pour ces relations. L'année dernière, les investissements français dans l'économie russe ont atteint 2,5 milliards de dollars. Les relations les échanges bilatéraux progressent. Ils ont progressé de 14% l'année dernière, et au premier trimestre de cette année, 23,7% de hausse. Donc, avec le président Macron, nous avons parlé dans le détail des questions humanitaires. Nous avons décidé qu'il est nécessaire d'augmenter les échanges entre les jeunes, entre les étudiants russes, français. Il doit y avoir des visites réciproques, des visites culturelles, l'étude de langue. Il faut que nos peuples apprennent à se connaître. Et j'ai observé que dans l'entourage de Monsieur le Président, il y a un certain nombre de personnes qui maîtrisent le russe. J'espère qu'ils ne sont pas des spécialistes de l'Union soviétique, mais des spécialistes de la Russie au sens large, la langue, la culture, l'histoire de notre pays. Et cela nous encourage à avoir une approche positive, et j'espère que nous serons davantage de personnes qui nous comprennent et avec lesquelles nous pourrons engager des discussions sur les questions d'intérêt commun. Cette exposition que nous allons visiter représente des éléments, des objets liés à la visite du tsar en 1717. Et cette visite, comme l'a dit le président Macron, est un élément très important, un jalon très important des relations franco-russes, et qui a créé le socle de cette amitié franco-russe. Et nous avons parlé, il y avait donc cette ordre du jour bilatéral sur les questions économiques. Nous avons parlé de la crise en Ukraine. Nous avons parlé de la possibilité d'un règlement du problème syrien. Bien sûr, nous avons pris en compte la situation extrêmement dangereuse, selon moi, le problème des moyens nucléaires, le tir balistique en Corée du Nord. Nous sommes tout à fait prêts à chercher, avec une approche commune, une solution à ces problèmes, pour que la situation puisse non pas s'aggraver, mais s'améliorer. Et nous avons considéré que la question prioritaire est la lutte contre le terrorisme. Le président français a parlé de l'établissement d'un groupe de travail avec nos délégations qui pourraient travailler entre Moscou et Paris. Et je voudrais dire qu'il s'agit là d'une approche tout à fait pratique pour établir des mesures tout à fait concrètes dans la lutte antiterroriste, qui est vraiment une menace extrême pour nos deux pays. En ce qui concerne le problème syrien, notre position est connue, je l'ai exposée à Monsieur le Président. Elle consiste à dire qu'il est impossible de lutter contre le terrorisme en déstabilisant l'État, les institutions d'État. Il s'agirait là d'une
contradiction, d'une incohérence, mais je suis certain que nous pourrons, avec nos efforts conjoints, renforcer l'effort de la lutte antiterroriste et avoir des résultats positifs. Mais j'insiste, cela veut dire qu'il faut que nous agissions ensemble, mais de manière très concrète, contre cette gangrène du XXIe siècle. Je voudrais remercier Monsieur le Président et Pierre Legrand a passé plusieurs semaines en France, mais on sait que j'invite à mon tour Monsieur le Président à se rendre chez nous en Russie. Je l'invite à Moscou. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant prendre les questions. Лена Глушакова, РИА Новости. Сейчас празднуется 300 лет. On marque le 300e anniversaire de l'établissement des relations franco-russes, mais ces dernières années, on pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à célébrer. Alors, il y a un signal positif avec cette visite. On parle d'un forum humanitaire, on parle d'une commission antiterroriste. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres mécanismes de coopération franco-russe qui existaient auparavant? Et la Russie est souvent accusée d'ingérence dans les élections d'autres pays. Est-ce que vous avez parlé de cette question ou est-ce qu'il y a eu des questions posées de part et d'autre à ce sujet? Vous avez dit que nous marquons le 300e anniversaire de la visite de Pierre Legrand en France. Cette visite a été la principale question. Donc on marque le 300e anniversaire. Donc s'il y a un souhait, c'est bien que, comme je l'ai déjà dit, rétablir les échanges. Nous avons cherché à trouver des voies de travail commun sur les questions clés à l'ordre du jour. Et je pense que nous sommes en mesure, avec nos efforts conjoints, d'essayer de régler ensemble certains problèmes tout à fait déterminants. En ce qui concerne la question de l'ingérence de la Russie dans les élections d'un État quelconque, nous n'avons pas abordé cette question et Monsieur le Président Macron n'a marqué aucun intérêt pour cette question, donc nous n'en avons pas parlé. Donc je considère que cette question, tout simplement, n'existe pas. Sur votre sujet, d'abord, nous réactivons, comme ça a été fait il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, il faut le poursuivre et l'intensifier, le dialogue stratégique économique. Ensuite, il y a l'avancée que nous avons évoquée l'un et l'autre, qui est ce groupe de travail conjoint sur la situation syrienne. Et nous sommes convenus l'un et l'autre, j'en informerai d'ailleurs la chancelière dans les prochaines heures, de notre souhait d'avoir une discussion en format dit Normandie pour le suivi du processus de Minsk avec justement la présence en début d'échange de l'OSCE. Ce sont des avancées concrètes qui marquent le fruit de notre discussion. Les grandes choses se construisent dans la durée. Quant aux dernières élections françaises, nous l'avons évoqué lorsque le président Poutine m'a appelé pour me féliciter. Moi, je suis un pragmatique. On a évoqué les choses sur ce sujet-là. J'ai dit au président ce que j'avais à dire, il m'a dit ce qu'il avait à dire, et j'avance. Ce qui m'importe, c'est de régler les situations spécifiques, importantes, que nous avons évoquées durant cette conférence de presse. Donc, quand j'ai dit les choses une fois, je n'ai pas pour habitude d'y revenir. Bonjour, Monsieur le Président, Hervé Asquin de l'agence France Presse. Monsieur Poutine, vous aviez reçu au Kremlin, c'était en mars, la candidate du Front National, lui apportant un soutien au moins tacite dans la campagne présidentielle française. Et puis on vient de l'évoquer aussi, il y a eu cette affaire des hackers, peut-être russes, qui seraient mêlés de cette campagne française. Alors je vous le demande, et je le demande d'ailleurs à tous les deux,
à vous voir à cette tribune aujourd'hui, l'un à côté de l'autre, on n'a pas le sentiment que la relation franco-russe soit encore très chaleureuse, mais est-ce que cette rencontre a permis de la réchauffer quelque peu? Et puis, puisqu'on parle du climat de cette rencontre, il y a aussi la question des droits de l'homme, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous avez abordé très directement, est-ce que vous avez pu progresser sur un certain nombre de sujets? Je pense par exemple au Français Yann Barbero ou au journaliste russe Roman Souchenko. Merci. Sur ce sujet, je laisserai le président Poutine me compléter comme il le souhaite. Sur le premier point, il ne m'appartient pas de commenter la visite de Madame Le Pen au mois de mars dernier. Moi, j'ai un principe simple. Les élections, c'est le peuple souverain qui en décide. Le peuple souverain n'a pas donné raison à Madame Le Pen en France. Le reste, ça n'est même pas de la littérature, pour citer de manière détournée le poète. Pour ce qui est de ce qui s'est passé durant la campagne, nous l'avons évoqué lors de notre premier échange avec le président Poutine. Et enfin, moi, je n'ai jamais considéré que ni la vie politique ni la diplomatie ne consistaient à commenter soi-même des éléments de thermodynamique ou de chimie personnelle. Ça consiste à apporter des solutions concrètes à nos problèmes réels. Donc la chaleur, elle est dans la pièce et dans le climat qui nous entoure, mais surtout c'était un échange, le premier que nous avions l'un et l'autre. Je crois que ça a été un échange extrêmement franc, direct, avec beaucoup de choses qui se sont dites. Pour ma part, j'ai dit en totalité ce que je pensais des différentes situations évoquées avec le président Poutine. Il y a une part de ce que je lui ai dit que je ne vous dirai pas, parce qu'il en va ainsi des relations diplomatiques et il en va ainsi de la bonne politique, mais nous nous sommes, je crois, tout dit. Alors, on partage des désaccords, mais au moins on les a partagés, et surtout, on voit comment construire de manière concrète une action commune. Et je vous le dis très simplement, nous devons construire cette action commune. Parce que si on ne crée pas les conditions pour ce faire, nous n'avancerons pas sur les sujets évoqués. Si nous n'avons pas un dialogue franc, sincère, qui parfois, évidemment, est fait de désagréments, mais qui est exigeant de part et d'autre, nous n'arriverons à aucune avancée, ni sur le sujet ukrainien, ni sur le sujet syrien, pour ne citer que ces deux-là. Ensuite, sur le cas des droits de l'homme et des différents sujets, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous en avons parlé. Pour les cas particuliers, nous les avons évoqués, et nous continuerons à le faire, mais ça n'est pas servir ces cas particuliers que de les évoquer en public. Sachez particulièrement que je suis très attaché à ce que sur chacun de ces sujets, il puisse y avoir une avancée concrète et à ce qu'on puisse trouver une solution qui corresponde aux valeurs que nous défendons et auxquelles je ne céderai rien. Première partie et la deuxième et la fin de votre question sur les hackers. Alors, je voudrais revenir sur la manière dont cette question a été formulée. Vous avez dit la chose suivante. On dit que peut-être il y a eu une ingérence de la part des hackers russes. Alors, chers collègues, comment voulez-vous que je fasse un commentaire sur une telle chose? On dit que. Comment voulez-vous que je commente? On dit que. Peut-être qu'il y avait des hackers russes, peut-être pas. Mais alors, on va tirer des conclusions à partir de là. La presse peut se permettre de faire ce genre de choses. C'est d'ailleurs la raison d'être de la presse, d'apporter ces sujets à la connaissance du public. Mais c'est une route qui mènerait à l'impasse. On parle des impressions d'un tel ou d'un tel sur des éléments qui ne sont pas confirmés. Donc ça, c'est la première partie. Alors la deuxième partie de la question sur l'accueil de Mme Le Pen. Ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen se rend en Russie. Elle est venue à plusieurs reprises à Moscou. Et je pense que notre point de vue sur la préservation de l'identité des peuples européens, le renforcement de la souveraineté des pays européens, tout cela, il ne faut pas dire que tout cela n'a pas de fondement. Ma position peut ne pas correspondre à celle de mes collègues, mais je suis toujours très ouvert dans ma manière de m'exprimer. C'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes prêts à accueillir
toute personne, à tout moment. Si Mme Le Pen nous a demandé qu'on l'accueille, pourquoi aurions-nous dû refuser de le faire? D'autant plus, et c'est d'ailleurs le point principal pour nous, c'est qu'elle a toujours en public exprimé sa position en faveur d'un rapprochement avec la Russie. Donc, très sincèrement, il aurait été très étrange de notre part de refuser de recevoir une figure politique européenne qui souhaite développer une relation de nos différents plans avec la Russie. Et voilà, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que nous avons cherché à influencer le résultat des résultats. C'est impossible. Nous étions tout à fait conscients de la réalité de la vie politique en France. Vous croyez que nous ne sommes pas conscients, nous n'avons pas connaissance des sondages, que nous ne savons pas ce qui se passe, que nous ne savons pas en faveur de qui s'est déterminée la majorité du peuple français. Bon, et la dernière chose, nous ne sommes pas des enfants, s'agissant de ces questions-là. Nous nous occupons de choses sérieuses et au-delà de la situation politique actuelle, il y a les intérêts fondamentaux des peuples français et russes. Et ce sont ces questions-là dont nous occupons le président français et moi-même. RT France, la Syrie. La situation en Syrie montre que il est difficile pour une partie ou pour l'autre de parvenir à un règlement de la crise. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à ce qu'il y ait une coopération entre la Russie et la France pour régler le conflit et pour poursuivre ce qui a été dit par ma collègue sur la campagne présidentielle? Les journalistes russes ont eu des difficultés d'accès au QG des partis. Quels sont vos commentaires sur ces questions et comment améliorer la situation? Alors, je vais commencer par la deuxième question. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. La totalité de tous les journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne. C'est simple, les règles sont ainsi, ce seront toujours les mêmes. Et c'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient interféré en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et à cela, je ne céderai rien. Rien, madame. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Ensuite, pour ce qui est de la première question, j'ai répondu tout à l'heure, il y a bien évidemment et il y aura une coopération entre nos deux pays sur la question syrienne. Elle est indispensable et c'est d'ailleurs la décision que j'ai prise, que j'ai proposée au président Poutine. Je souhaite qu'il puisse y avoir une coopération forte sur ce sujet. Parce que nous avons une priorité, celle-ci est commune, c'est la lutte contre les terroristes. Elle est absolue, fondamentale, c'est la priorité des priorités. La deuxième chose que je souhaite poursuivre, c'est d'échanger nos informations pour être plus efficaces sur le terrain. Et ensuite, c'est que nous puissions éviter la désagrégation d'un État syrien, la fragilisation de la région, et qu'avec les deux lignes rouges, si je puis dire, que j'ai évoquées, intransigeance à l'égard de l'utilisation des armes chimiques et très grande exigence à l'égard des accès humanitaires, nous puissions avancer ensemble. Mon souhait, c'est celui-là. Je souhaite gagner la guerre contre les terroristes en Syrie et je souhaite qu'on puisse construire ensemble une paix durable et une stabilité politique en Syrie. Et cela passera par un travail conjoint dont nous avons aujourd'hui jeté les bases. Comme vous le savez, la France contribue à la lutte antiterroriste en Syrie dans le cadre d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Dans la mesure
où la France est indépendante pour ce qui est des questions opérationnelles. Il s'agit là, bien sûr, d'un accord entre alliés dont nous ne sommes pas mis au courant. Mais ce qui est important, c'est autre chose. Ce qui est important, c'est que pendant les discussions, nous avons ressenti que sur de nombreuses questions, nos points de vue convergent, même s'il peut y avoir quelques désaccords. Mais ce qui nous unit nous permet de penser que nous pourrons améliorer de manière très importante nos relations. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre maintenant en allant à l'exposition. Merci à vous. Merci pour votre attention. Monsieur le Président. On avait dit 4 questions. Monsieur le Président, il n'y a eu que 3 questions. J'en ai encore une pour vous. Non, parce qu'il y en avait 2. Voilà. Alors allez-y, les dernières. Oui. Bertrand Galichet, France Inter. Je voulais revenir sur la question de la Syrie pour une réponse assez précise de votre part sur le processus politique que vous appelez de vos voeux. Vous avez dit au G7 que la Russie, la Turquie et l'Iran qui travaillaient sur la question syrienne, ça ne vous convenait pas, que c'était une défaite pour l'Occident, ce sont les mots que vous avez employés. Est-ce que dans ce cadre-là, vous envisagez une reprise du dialogue politique avec l'État syrien, puisque vous voulez conserver un État et éviter le chaos? Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à rouvrir notre ambassade à Damas? Première question. Deuxième question concernant l'Ukraine. Vous avez là aussi évoqué un processus qui est celui de Minsk et puis le format Normandie pour reprendre la discussion, mais en même temps, le G7 a évoqué des sanctions possibles contre la Russie, de nouvelles sanctions dans ce dossier de l'Ukraine. Est-ce que ça n'est pas incompatible? Merci. Alors, sur le premier sujet, il est évident que nous devons inventer le cadre de ce processus diplomatique que j'évoquais, mais que je rappelais à l'instant. Mais je vous confirme, en effet, que ce qui s'est mis en place à Astana, qui a eu un mérite pour la désescalade militaire et la stabilisation militaire de la zone, ne peut être satisfaisant, en tout cas ne peut régler politiquement et diplomatiquement dans la durée la situation, et ne peut nous satisfaire compte tenu de ce que nous avons à connaître du conflit syrien, c'est-à-dire des groupements terroristes qui nous frappent et dont nous sommes l'une des cibles prioritaires et dont nous avons connu directement les conséquences, et d'autre part, un pays d'où sont partis nombre de migrations qui ont profondément bousculé l'Europe. Nous l'avons partagé avec le président Poutine. Mon souhait est en effet que nous ayons un cadre politique et diplomatique de discussion pour construire la paix. Et donc, dans ce contexte-là, il est indispensable de pouvoir discuter avec l'ensemble des parties en présence. Et donc, à ce processus, il faudra, qui va commencer par des échanges d'informations et de positions communes, adjoindre nombre d'autres partenaires et, en effet, discuter avec l'ensemble des parties prenantes du conflit syrien, y compris les représentants de M. Bachar el-Assad. Pour autant, la réouverture de notre ambassade à Damas n'est pas une priorité. En temps voulu, comment la chose se passe, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des déclarations sur les ambassades, ça n'est pas mon obsession. Mon obsession, c'est d'avoir une feuille de route diplomatique et politique claire qui permette de construire la paix et de stabiliser cette région en même temps que nous éradiquons les terroristes. Voilà. Donc il y aura derrière beaucoup de pragmatisme, mais je rappelle les 2 exigences que j'ai posées. Il n'y aura aucune faiblesse s'il y a quelque utilisation que ce soit d'armes chimiques, et une riposte immédiate, et il y aura à chaque fois la recherche de toutes les solutions humanitaires et des accès humanitaires dans tous les théâtres d'opération qui l'imposent. Donc ça, c'est sur le sujet syrien, et c'est ce sur quoi nous travaillerons les prochaines semaines et les prochains mois. Sur le sujet ukrainien, je vous confirme qu'à ce stade, G7 a eu des propos qui n'excluaient pas une escalade si besoin était. Mon souhait, ce n'est pas qu'il y ait une escalade. Mon souhait, c'est que nous arrivions, dans le cadre des accords de Minsk, à, au contraire, trouver les solutions et à ce que, côté ukrainien et côté russe, il y ait une désescalade, compte tenu de tous les détails et toutes les situations que nous avons ensemble évoquées. Et donc, dans ce contexte-là,
nous allons, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, avoir une discussion en format Normandie qui permettra de faire une évaluation complète de la situation. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un rapport préalable de l'OSCE qui exprime aux 4 parties prenantes la réalité, en particulier des situations d'armement aux frontières et des zones de conflit, puisque l'OSCE, comme vous le savez, est en charge d'accéder à chacune de ces zones et d'en rendre compte. Voilà, de manière très transparente, ce que je souhaite. Et donc, ce à quoi nous devons œuvrer collectivement, c'est plutôt à ce qu'il y ait tout au moins une stabilisation, mais plutôt une désescalade des choses, dans le cadre des accords de Minsk et du respect du processus défini. À mon tour, je voudrais vous remercier, notamment pour la deuxième partie de votre question. Vous avez demandé comment les sanctions contre la Russie peuvent aider la normalisation de la situation dans l'est de l'Ukraine. Mais il est clair qu'elles n'aideront pas du tout. Donc je me tourne vers vous et vers les représentants des médias français. Luttez, faites tout ce que vous pouvez pour l'amélioration des échanges, pour la levée des sanctions, quelles qu'elles soient. Seuls les échanges tout à fait libres entre les différents pays, sans politisation de ces questions-là, peuvent contribuer à la croissance et à l'amélioration du niveau de vie des différentes populations et à la lutte antiterroriste. Je vous remercie beaucoup. Là, on est bon. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y en avait 4. On est bon? C'est bon, hein? Merci. Voilà pour cette conférence de presse de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron.